Parfois, les choses que tout le monde rejette recèlent les plus grands trésors. Nous nous sommes tous sentis un jour ou l'autre ignorés, considérés comme ne valant pas la peine qu'on s'y attarde. Au lac des Combrailles, un vieux bateau à vapeur gisait à l'abandon depuis 20 ans. Le village l'offrait gratuitement à quiconque accepterait de l'emporter. Chaque entrepreneur qui examinait la coque rouillée repartait en secouant la tête. Trop endommagé, pas la peine de le réparer. Puis Monique Fournier est arrivée, avec pour seul bien un sac en toile et nulle part où aller. Elle n'a pas vu une épave sans valeur. Elle a vu un foyer. Elle a donc réclamé le bateau et a commencé à le nettoyer. C'est alors qu'elle a découvert les compartiments cachés. Des tonneaux secrets remplis d'obligations et de lingots d'argent, d'une valeur de 5 millions d'euros. Le trésor d'anciens contrebandiers dont personne ne soupçonnait l'existence. La femme discrète que tout le monde ignorait était désormais assise sur une fortune. Mais que se passe-t-il lorsque tout un village se met soudain à convoiter ce que vous avez trouvé? Monique Fournier marchait sur les sentiers de montagne depuis 3 jours lorsqu'elle aperçut pour la première fois le lac des Combrailles s'étendre en contrebas, tel un miroir captant le soleil de l'après-midi. Son sac en toile, usé au coin par des années à transporter tout ce qu'elle possédait, pesait lourdement sur son épaule tandis qu'elle descendait le chemin enlacé vers la rive. Elle ne fuyait rien de précis, elle marchait plutôt vers quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé. Le vieux gîte qu'elle louait sur la crête de granit des monts du Cantal avait finalement rendu l'âme, le toit s'effondrant sous le poids de la dernière grosse neige. Le propriétaire avait haussé les épaules et lui avait dit qu'elle pouvait camper là si elle le voulait, mais qu'il n'investirait plus un sou dans les réparations. À 62 ans, Monique avait appris à ne pas prendre ces choses personnellement. Parfois, les structures atteignaient simplement leurs limites, tout comme les gens. Le petit village du lac des Combrailles était niché contre la rive, comme s'il avait poussé là naturellement, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ce qui avait commencé comme une halte pour les mineurs se dirigeant vers les hauts plateaux s'était progressivement transformé en un endroit où 3 générations pouvaient vivre à quelques pas les unes des autres. Et tout le monde savait quelle lumière de porche signifiait que vous étiez le bienvenu pour vous arrêter après la tombée de la nuit. Le maire, Pierre Lambert, tenait la quincaillerie qui appartenait à sa famille depuis 1923. Il avait le genre de main burinée qui parlait d'un homme sachant encore réparer ce qu'il vendait. Sa femme, Marie Durand, tenait le seul restaurant du village, un endroit appelé simplement le bistrot de Marie, où le café était toujours chaud et la tarte aux fruits du jour dépendait de l'humeur de la patronne ce matin-là. Paul Lefebvre possédait l'embarcadère Paul Lefebvre si l'on pouvait appeler ainsi 3 pontons vieillis et une boutique d'appât et il observait les allées et venues des bateaux sur le lac des Combrailles depuis 47 ans. Il avait un avis sur tout ce qui flottait et sur la plupart des choses qui ne flottaient pas, et il n'était pas avare de le partager avec quiconque voulait bien l'écouter. Mais c'est le bateau qui attira l'attention de Monique alors qu'elle longeait la rive ce premier soir, ses bottes crissant sur la plage rocailleuse. Le bateau à vapeur était incliné contre le ponton le plus éloigné, comme un vieux chien qui se serait couché et ne se souviendrait plus comment se relever. Même dans la lumière déclinante, elle pouvait voir les traînées de rouille couler sur sa coque blanche comme des larmes, et la façon dont le pont supérieur s'affaissait là où les supports avaient cédé. Cette vieille chose, avait dit Paul le lendemain matin lorsqu'elle l'avait interrogé à ce sujet, hochant la tête vers le bateau tout en triant une boîte de pêche. Ça fait presque 20 ans qu'elle est là. La mairie essaie de la donner, mais chaque entrepreneur qui la regarde secoue la tête et s'en va. La coque est probablement complètement pourrie. Monique sirota son café et regarda la lumière matinale jouer sur l'eau. À qui appartient-il maintenant? Techniquement, au conseil municipal. L'ancien propriétaire est mort sans famille. Le bateau faisait partie de sa succession. On cherche quelqu'un pour l'enlever, mais le coût de l'enlèvement. Paul haussa les épaules. Autant essayer de déplacer une montagne. Elle était allée le voir cet après-midi-là, son œil exercé évaluant les dégâts avec la même analyse méthodique qu'elle aurait utilisée pour n'importe quelle structure. La coque présentait des taches de rouille, mais la rouille ne signifiait pas toujours la pourriture. Le pont avait des zones molles, mais les planches de pont pouvaient être remplacées. Les fenêtres de la timonerie étaient fissurées, mais le verre pouvait être réparé. Ce que les autres voyaient comme une épave, Monique y voyait une possibilité. « Vous pensez à ce bateau ?» avait demandé Marie lorsque Monique s'était arrêtée pour dîner. Le genre de questionnement d'où dont les petits villages avaient le secret. « C'est possible », avait répondu Monique en coupant dans son gratin dauphinois. « Ça dépend de ce qu'il faudrait pour le rendre habitable. » Habitable? Les sourcils de Marie s'étaient levés. « Ma chérie, cette chose prend l'eau depuis des années.
Paul doit la pomper tous les quelques mois juste pour l'empêcher de couler au quai. Mais Monique avait passé 30 ans à transformer des endroits impossibles en foyers. Le gîte sur la crête de granit des monts du Cantal était une cabane de trappeur quand elle l'avait loué pour la première fois. Rien que 4 murs et un toit qui fuyaient. Elle l'avait rapiécé, imperméabilisé et l'avait rendu confortable, une petite amélioration à la fois. Un bateau n'était pas si différent d'une cabane, finalement. Juste une maison qui flottait. La réunion du conseil municipal à la mairie ce jeudi-là avait été brève. Le maire Lambert avait semblé surpris quand elle avait proposé de leur débarrasser du bateau, mais pas mécontent. Vous comprenez qu'il n'y a aucune garantie, avait-il dit, le ton prudent. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et ce que vous voyez a, eh bien, connu des jours meilleurs. Je ne cherche pas le luxe, avait répondu Monique. Juste quelque chose pour me protéger de la pluie. La paperasse avait pris plus de temps que la discussion, transfert de propriété, décharge de responsabilité, contrat de location de quai. Au moment où elle avait signé le dernier formulaire, la moitié du village semblait être au courant de la folle qui avait réclamé le vieux bateau à vapeur. Elle a du cran, je lui accorde ça, avait-elle entendu dire l'un des conseillers municipaux. Mais le cran ne répare pas une coque pourrie. Monique avait emménagé ses quelques affaires à bord le même après-midi. Le sac en toile contenait ses vêtements, quelques outils, des livres qu'elle avait lus si souvent que les pages s'ouvraient d'elles-mêmes à ses passages préférés. Elle avait appris il y a longtemps que la mobilité signifiait choisir ce qui comptait le plus, et ce qui comptait le plus pouvait généralement tenir dans un seul sac. L'intérieur du bateau était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Des ombres épaisses tombaient sur la cabine principale malgré le soleil de l'après-midi. Des décennies de négligence avaient laissé leurs marques, planches de plancher gondolées, taches d'humidité sur les murs, l'odeur de moisi d'une humidité trop profondément installée pour être facilement effacée. Mais sous la négligence, elle pouvait voir les os de quelque chose de bien construit. La cabine principale était spacieuse, avec des sièges intégrés qui s'arrondissaient le long des fenêtres. La cuisine était compacte mais complète, avec un petit réchaud et une glacière qui pourrait encore fonctionner avec un peu d'attention. Il y avait 2 petites cabines de couchage vers la poupe et ce qui semblait être des zones de stockage qu'elle n'avait pas encore entièrement explorées. Paul avait raison pour l'eau. Elle pouvait l'entendre clapoter quelque part en dessous. Un rythme doux qui parlait de fuite lente plutôt que de dommages catastrophiques. Demain, elle devrait trouver l'origine de ces fuites, voir ce qui pouvait être colmaté et ce qui devait être entièrement remplacé. Ce soir, cependant, elle étendit son sac de couchage sur la partie la plus sèche du sol de la cabine principale et écouta le doux mouvement du bateau, répondant à la brise du soir du lac. À travers les fenêtres fissurées, elle pouvait voir des lumières commencer à apparaître aux fenêtres du village, des familles s'installant pour une autre nuit dans des maisons qui les abritaient depuis des années. Elle avait dormi sous les toits des autres pendant si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de se reposer dans un endroit qui était vraiment le sien, aussi endommagé soit-il. Le bateau craqua doucement alors que l'eau se déplaçait sous lui. Un son qui ne parlait pas de faiblesse, mais de flexibilité, d'une structure construite pour plier avec les forces plutôt que de se briser contre elle. Le matin, elle commencerait le vrai travail pour faire de cet endroit sa maison flottante. Elle colmaterait les fuites, remplacerait les planches pourries, ramènerait les vieux systèmes à la vie. Elle l'avait déjà fait avec des matériaux moins prometteurs. Mais ce soir, entourée par les doux sons de l'eau et du vent, Monique Fournier s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la satisfaction tranquille d'une personne qui avait trouvé exactement où elle appartenait. La fuite se manifesta à 4 heures du matin par un goutte-à-goutte régulier qui traversa 2 niveaux de pont pour atterrir précisément sur le front de Monique. Elle resta immobile un instant, écoutant le rythme goutte, pause, goutte ou essayant de tracer le chemin du son à travers la structure du bateau. Elle vivait à bord depuis 5 jours maintenant, assez longtemps pour apprendre les sons normaux du bateau. C'était nouveau. À l'aube, ses outils étaient étalés sur le sol de la cabine principale, une lampe de poche, un pied de biche, un marteau, et la petite collection de vis et de rustines qu'elle avait apportée. Le goutte-à-goutte semblait provenir de quelque part près de la cuisine à bâbord. Mais l'eau avait une façon de voyager à travers des espaces invisibles, suivant le chemin de moindre résistance jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où tomber. Elle commença par soulever les planches de plancher lâche près de la cuisine, des planches qui pliaient plus qu'elle n'aurait dû quand elle marchait dessus. En dessous, la charpente du bateau montrait l'usure attendue, un peu de rouille de surface, du bois qui avait vu l'humidité, mais rien de catastrophique. Elle avait vu pire dans des bâtiments qui avaient résisté à des décennies de tempêtes de montagne.
La troisième planche qu'elle souleva révéla quelque chose d'inattendu. L'espace en dessous n'était pas seulement une charpente structurelle. Quelqu'un y avait ajusté un panneau, un morceau de bois qui correspondait au plancher environnant, mais qui était légèrement plus haut qu'il n'aurait dû l'être. Quand elle appuya dessus, il céda avec la douce résistance d'un bois qui n'était pas cloué, mais simplement encastré. Monique s'assit sur ses talons, étudiant le panneau dans le faisceau de sa lampe de poche. En 30 ans de travaux de rénovation, elle avait développé un sixième sens pour distinguer ce qui était intentionnel de ce qui était accidentel. Ce panneau avait été conçu pour être amovible, ce qui signifiait que quelqu'un avait voulu accéder à l'espace en dessous. Elle dégagea le panneau avec précaution, consciente que le forcer pourrait endommager ce qui se trouvait en dessous. Il se souleva proprement, révélant une cavité qui avait été creusée dans la structure originale du bateau. L'espace était doublé de ce qui ressemblait à de la toile goudronnée, et il contenait un unique tonneau en bois de la taille d'un seau à lait. Le tonneau ne montrait aucun des dégâts d'eau auxquels elle s'attendait. Son bois était sombre avec l'âge, mais solide, et les bandes de métal qui le maintenaient ne montraient qu'un léger ternissement en surface. Quelqu'un avait pris un soin considérable pour protéger son contenu. Monique sortit le tonneau de sa cavité, surprise par son poids. Pas assez lourd pour être rempli de pièces de monnaie, mais suffisamment substantiel pour suggérer un contenu plus important que des papiers ou du tissu. Le couvercle était bien ajusté, mais pas scellé de manière permanente. Un autre signe que quelqu'un avait prévu de le rouvrir. Elle transporta le tonneau dans sa zone de couchage, où la lumière du matin tombait le plus directement à travers les fenêtres de la cabine. Le couvercle se souleva avec un certain effort, révélant un contenu enveloppé dans ce qui semblait être du cuir huilé. Des couches de protection qui parlaient d'objets destinés à survivre à des années de stockage. Le premier paquet contenait des cartes dessinées à la main sur du papier épais qui montraient le lac et les montagnes environnantes avec des détails soignés. La cartographie était de qualité professionnelle, marquant non seulement les repères évidents, mais aussi de petits sentiers, des lits de ruisseaux et des caractéristiques géographiques qui n'apparaîtraient sur aucune carte standard. Quelqu'un avait pris un temps considérable pour documenter chaque itinéraire possible à travers les hauts plateaux. Sous les cartes se trouvaient d'autres paquets, chacun enveloppé avec le même soin. L'un contenait des documents, des papiers couverts d'une écriture soignée, qu'elle ne put lire immédiatement dans la faible lumière de la cabine. Un autre contenait ce qui semblait être de petits objets métalliques ternis mais soigneusement conservés. Mais c'est le dernier paquet qui fit s'arrêter ses mains en le déballant. Le cuir s'écarta pour révéler des barres de métal qui captaient la lumière du matin avec un éclat mat. Pas de l'or, mais de l'argent. 3 lingots de la taille de sa main, chacun estampillé de marques qu'elle ne reconnaissait pas. Même ternis, leur poids et leur toucher parlaient d'un métal précieux authentique. Monique resta assise sans bouger pendant plusieurs minutes, les lingots d'argent reposant sur ses genoux tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle avait trouvé. Ce n'était pas la petite cache de objets de valeur d'un propriétaire. C'était la preuve de quelque chose d'organisé, quelque chose qui avait nécessité de la planification et des ressources. Elle réenveloppa soigneusement l'argent et tourna son attention vers les documents, les étalant sur la petite table de la cabine, où la lumière était meilleure. L'écriture était assez claire pour être lue, bien que le langage fût formel, d'une manière qui suggérait une époque antérieure. Les papiers semblaient être des registres, dates, lieux, quantité de marchandises déplacées le long des routes de montagne marquées sur les cartes, référence à des cargaisons, des livraisons et un stockage sécurisé. Ce qui se dessinait était l'image d'un transport systématique de biens de valeur à travers les montagnes, en utilisant des itinéraires qui évitaient les routes principales et les agglomérations. De la contrebande, réalisa-t-elle. Quelqu'un avait utilisé ce bateau dans le cadre d'une opération de contrebande, déplaçant des marchandises à travers les montagnes, utilisant le lac comme relais. Le compartiment caché, la préservation soignée des documents et de l'argent, les cartes détaillées, tout cela indiquait une entreprise qui avait fonctionné dans le temps avec un succès considérable. Mais quand? Les papiers portaient des dates, mais l'encre s'était estompée au point qu'elle ne pouvait déchiffrer que des chiffres partiels. Quelque part à la fin des années 1800, supposa-t-elle, en se basant sur le langage formel et la qualité du papier. Elle passa le reste de la matinée à examiner sa découverte, manipulant chaque objet avec le soin que lui avait montré celui qui l'avait caché. Les cartes révélaient des itinéraires qu'elle reconnaissait de ses années de marche en montagne, des sentiers qui existaient encore, mais qui étaient maintenant principalement utilisés par les chasseurs et les randonneurs. À la fin des années 1800, ces itinéraires auraient offert des alternatives parfaites aux routes principales où les autorités préfectorales auraient pu surveiller la contrebande. L'après-midi,
elle avait soigneusement tout remis dans le tonneau et restauré le compartiment caché à son apparence d'origine. Mais son esprit revenait sans cesse à ce qu'elle avait trouvé, et plus important encore, à ce que cela pourrait signifier. S'il y avait un compartiment caché, il pourrait y en avoir d'autres. Si cette cache représentait une partie d'une opération plus vaste, il pourrait y avoir d'autres objets stockés ailleurs sur le bateau. Et si l'opération avait été assez réussie pour justifier ce niveau d'organisation soigné, la valeur totale de ce qui restait caché pourrait être considérablement plus élevée que 3 lingots d'argent et une collection de documents. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un simple dîner sur le réchaud de la cuisine, Monique se surprit à regarder le bateau différemment, non plus seulement comme une maison flottante nécessitant des réparations, mais comme un navire qui avait joué un rôle dans l'histoire, qui avait transporté des secrets à travers des eaux qui semblaient maintenant paisibles et banales. Elle se demanda également qui d'autre pourrait connaître le passé caché du bateau. L'ancien propriétaire était mort sans famille, selon Paul, mais cela ne signifiait pas qu'il était mort sans partager ses connaissances. La préservation soignée de la cache suggérait quelqu'un qui s'attendait à revenir la chercher un jour. Cette pensée lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise du soir du lac. Si quelqu'un d'autre connaissait les secrets du bateau, sa prise de possession aurait pu attirer une attention qu'elle n'avait pas anticipée. Et si la cargaison cachée était aussi précieuse qu'elle le paraissait, cette attention pourrait ne pas être amicale. Mais pour l'instant, elle était la seule à savoir ce qui se cachait sous le plancher du bateau, et elle avait l'intention d'être très prudente quant aux personnes à qui elle pourrait le dire. Monique étala les cartes dessinées à la main sur la table de la cuisine à la lueur de la lampe, son dîner oublié, tandis qu'elle traçait les lignes d'encre soignées qui marquaient des sentiers à travers un terrain qu'elle connaissait par cœur. Le cartographe possédait une connaissance intime des hauts plateaux, chaque traversée de ruisseau, chaque crête offrant un abri contre les intempéries, chaque vallée cachée où les voyageurs pouvaient se reposer sans être vus. Elle reconnut le lac des Combrailles au centre de la carte, mais dessiné avec des détails qu'aucune carte moderne n'inclurait. Les marques de profondeur indiquaient non seulement où les bateaux pouvaient naviguer en toute sécurité, mais aussi où le fond tombait dans des chenaux assez profonds pour cacher des choses qui n'étaient pas censées être trouvées. De petits symboles marquaient des points le long de la rive. Certains qu'elle pouvait identifier comme des caractéristiques existantes, d'autres qui auraient pu changer ou disparaître au cours des décennies écoulées depuis la création de la carte. Mais c'étaient les routes de montagne qui captivaient son attention. De l'encre rouge traçait des chemins qui reliaient le lac à un réseau de sentiers s'étendant profondément dans la nature sauvage. Certains suivaient des lignes de crête qu'elle avait elle-même parcourues, mais d'autres montraient des itinéraires à travers des paysages qu'elle avait crus infranchissables. Le cartographe avait trouvé des passages à travers un paysage qui semblait solide de loin, marquant des passages qui nécessitaient une connaissance locale pour être navigués en toute sécurité. Chaque itinéraire était annoté de notes dans la même écriture soignée qu'elle avait vue sur les documents. 2 jours de voyage difficile, au rare, prévoir un abri supplémentaire. Grotte au kilomètre 7. Ce n'étaient pas des sentiers de randonnée occasionnels, mais des couloirs de transport planifiés pour déplacer des cargaisons de valeur à travers un territoire hostile sans être détecté. Elle passa des heures ce soir-là à étudier les cartes, les comparant à sa propre connaissance de la région. Les itinéraires avaient un sens d'un point de vue tactique. Ils évitaient les principales agglomérations où les autorités préfectorales maintiendraient une présence, tout en reliant les ressources des hauts plateaux au marché des vallées en contrebas. Quelqu'un avait investi un temps considérable à arpenter et à documenter un réseau de contrebande complet. Le lendemain matin amena la découverte du second compartiment. Elle avait travaillé méthodiquement à travers la structure du bateau, cherchant d'autres espaces qui pourraient dissimuler un stockage caché. La cabine principale avait livré une cache, mais les compartiments de couchage à l'arrière offraient des possibilités supplémentaires. La cabine bâbord montrait des signes de modification. Des panneaux muraux qui ne s'alignaient pas tout à fait avec la construction originale du bateau. L'espace caché derrière le banc de rangement intégré de la cabine était plus grand que le premier compartiment, doublé de la même protection en toile goudronnée. Cette cache contenait plus de tonneaux, 3 d'entre eux, alignés comme des soldats attendant l'inspection. Leur contenu prouva l'ampleur de sa découverte. Le premier tonneau contenait plus de lingots d'argent, 6 cette fois, enveloppés dans du cuir huilé avec la même attention soignée qu'elle avait vue auparavant. Mais le deuxième tonneau contenait quelque chose qui fit trembler ses mains en le déballant. Des obligations, des certificats officiels portant le sceau de banque régionale, chacun représentant une valeur significative même selon les normes modernes. Le troisième tonneau contenait des pièces d'or, peut-être 2 douzaines, leur surface non ternie malgré les décennies de stockage. Pas seulement de la monnaie française, mais des pièces qu'elle ne reconnut pas immédiatement,
suggérant que l'opération de contrebande avait impliqué un commerce international. Mais c'est le petit journal en cuir niché sous les pièces qui fournit le contexte dont elle avait besoin pour comprendre ce qu'elle avait trouvé. Les entrées du journal commençaient en 1897, écrites de la même main soignée qui avait créé les cartes. L'auteur ne s'identifiait que par les initiales JD. Et sa profession comme coordinateur de fret, un euphémisme qui devint plus clair à mesure qu'elle lisait ses registres méthodiques des mouvements de cargaison, des conditions des itinéraires et des transactions avec les clients. JD. Diriger une opération sophistiquée, coordonnant le mouvement de biens de valeur à travers le territoire montagneux, utilisant le lac comme dépôt central. Le bateau avait servi à la fois d'entrepôt et de plaque tournante de transport, avec des cargaisons arrivant de diverses sources et étant redistribuées le long des routes de montagne selon les exigences des clients. Mais les entrées ultérieures révélaient des complications. Des références à des patrouilles préfectorales et à une surveillance accrue suggéraient que les autorités prenaient conscience du réseau de contrebande. JD avait commencé à consolider les opérations, réduisant le nombre de routes actives et augmentant les mesures de sécurité. Les dernières entrées, datées de la fin de 1898, parlaient d'une cargaison majeure, une collection d'or et d'argent provenant de concessions minières qui ne pouvaient être traitées par les canaux officiels. Le langage était prudent, mais l'implication était claire, JD avait été engagé pour transporter les produits d'opérations minières qui étaient soit illégales, soit menées en dehors de la surveillance préfectorale. Monique ferma le journal et s'adossa, essayant de digérer les implications de ce qu'elle avait découvert. Ce n'était pas seulement une curiosité historique. L'or, l'argent et les obligations dans les compartiments cachés représentaient une richesse réelle, soigneusement préservée et attendant quelqu'un qui savait où chercher. Mais pourquoi JD n'était-il pas revenu pour sa cache? La dernière entrée du journal suggérait qu'il s'attendait à être loin du lac pendant plusieurs semaines pour terminer la cargaison majeure. Quelque chose avait empêché son retour, la mort, l'emprisonnement ou des circonstances qui rendaient le retour trop dangereux. Elle passa l'après-midi à inventorier ce qu'elle avait trouvé, manipulant chaque objet avec une conscience croissante de son importance. Selon son calcul approximatif, l'argent et l'or seul vaudraient des dizaines de milliers d'euros sur le marché actuel. Les obligations, si elles étaient encore valides, pourraient valoir beaucoup plus. Mais avec la prise de conscience croissante de la valeur de la cache venait une conscience tout aussi croissante du danger qu'elle pouvait représenter. Si l'opération de JD avait attiré l'attention préfectorale en 1898, il était possible que la connaissance de la richesse cachée ait survécu sous une forme ou une autre. Les familles locales pourraient posséder des histoires transmises de génération en génération, des contes de trésors cachés quelque part autour du lac des Combrailles. Ce soir-là, en préparant un autre repas simple, Monique se surprit à écouter plus attentivement les bruits extérieurs au bateau, des pas sur le ponton, des voix portées par l'eau, le grincement d'autres bateaux répondant au doux mouvement du lac. Des sons qu'elle apprenait à reconnaître comme normaux, mais qui semblaient maintenant porteurs de nouvelles possibilités de menaces. Elle n'était plus seulement une femme qui avait réclamé un bateau abandonné pour s'abriter. Elle était la gardienne d'une richesse pour laquelle d'autres pourraient tuer. Assise seule sur une cible flottante au milieu d'un lac, entourée de gens qui avaient passé toute leur vie à entendre des histoires de trésors qui pourraient être cachés dans le paysage local. La chose intelligente à faire serait de tout remettre aux autorités. Laisser les canaux appropriés déterminer la propriété et la distribution. Mais quelque chose dans la documentation soignée de JD, son approche méthodique pour préserver une richesse qui avait été gagnée au prix de risques considérables, la rendait réticente à simplement remettre le travail de sa vie à des bureaucrates qui ne comprendraient jamais ce qu'il avait coûté de l'accumuler. De plus, elle avait légalement réclamé le bateau. Tout ce qu'il contenait était légalement à elle maintenant, n'est-ce pas? Le village avait voulu se débarrasser du bateau, avait été heureux de le céder à quiconque était prêt à en prendre la responsabilité. Mais alors qu'elle s'installait dans son sac de couchage cette nuit-là, Monique ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle n'était plus seule sur le lac. Quelque part dans l'obscurité au-delà de ses fenêtres, elle sentait une attention portée sur le vieux bateau à vapeur et sa nouvelle résidente. Une attention qui pourrait s'avérer bien plus dangereuse que des toits qui fuient ou des planchers pourris. Le soleil du matin transforma la surface du lac en argent martelé alors que Monique sécurisait le dernier des compartiments cachés et se préparait pour son voyage au village. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à lire le journal de JD. À la lueur de la lampe, et l'histoire qui en émergeait avait complètement changé sa compréhension de ce qu'elle avait découvert. Les lingots d'argent n'étaient pas seulement du métal précieux.
C'était le paiement de concessions minières légitimes qui avaient été exploitées en dehors du système fiscal préfectoral. Les obligations n'étaient pas des biens volés, mais des investissements achetés avec de l'argent que les mineurs ne pouvaient pas déposer dans les banques sans attirer l'attention indésirable des autorités préfectorales. JD n'avait pas dirigé une entreprise criminelle, mais plutôt fourni des services financiers à des personnes qui gagnaient honnêtement leur vie par des méthodes que le gouvernement préférait ne pas reconnaître. Mais ce sont les références au convoi de richesses disparues qui avaient fait trembler ses mains en lisant. En septembre 1898, JD avait été engagé pour transporter la richesse accumulée d'une douzaine d'opérations minières des hauts plateaux vers les marchés de Lyon. Le convoi n'était jamais arrivé à destination, et les autorités préfectorales avaient supposé qu'il avait été attaqué par des bandits quelque part dans l'école de montagne. Selon les dernières entrées de JD, cette supposition était fausse. Le convoi était arrivé en toute sécurité au lac des Combrailles, où la richesse avait été transférée sur le bateau pour ce qui aurait dû être la dernière étape du voyage. Mais JD avait été informé que des inspecteurs de la gendarmerie attendaient le long de l'itinéraire prévu, prévenus par quelqu'un qui en savait trop sur le calendrier et les méthodes de l'opération. Plutôt que de risquer la capture, JD avait caché la richesse à bord du bateau et avait disparu dans les montagnes, avec l'intention de revenir lorsque l'attention officielle se serait déplacée ailleurs. Il n'était jamais revenu. Le voyage à la bibliothèque municipale du village prit plus de temps que Monique ne l'avait prévu, en partie parce qu'elle se surprenait à regarder par-dessus son épaule plus souvent que d'habitude. Le sentiment d'être observée avait persisté tout au long de la matinée, bien qu'elle ne puisse identifier rien de spécifique qui justifiait son malaise. La bibliothèque occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment qui avait servi à diverses fonctions civiques depuis les années 1920, et la section d'histoire locale se composait de 3 étagères nichées dans un coin près du fond. Mais ce qu'elle y trouva confirma l'histoire de JD. D'une manière qui lui assécha la bouche. Le journal local avait couvert la disparition du convoi minier avec des détails considérables à l'automne 1898. Les titres parlaient de « 12 hommes et une fortune s'évanouissent dans les hauts plateaux » et « L'inspecteur de la gendarmerie étend les recherches des mineurs disparus ». La valeur estimée de la richesse disparue était de 200 000 francs de l'époque, une somme qui se traduirait par des millions en monnaie moderne. Mais le détail le plus significatif apparut dans un article de suivi daté de 3 semaines après la disparition initiale. Les autorités préfectorales avaient trouvé les chariots du convoi abandonnés dans une haute vallée de montagne, sans aucune trace des hommes qui les conduisaient ni de la richesse qu'ils transportaient. La conclusion officielle était que le convoi avait été attaqué par une bande de hors-la-loi bien organisée qui n'avait laissé aucun survivant. Monique s'adossa sur la chaise dure de la bibliothèque, fixant la page de journal jauni. L'histoire officielle était fausse. Le convoi n'avait pas été attaqué. Il avait réussi son voyage jusqu'au lac des Combrailles. Les hommes qui conduisaient les chariots s'étaient simplement fondus dans la montagne après avoir transféré leur cargaison, retournant probablement à leur concession minière pour continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils puissent accumuler une autre cargaison valant le risque du transport. Mais Jean Dubois et la richesse n'avaient jamais dépassé le lac des Combrailles. Au lieu de continuer vers Lyon, tout avait été caché à bord du bateau, où il avait attendu plus d'un siècle que quelqu'un le découvre. Elle était assise sur une fortune qui avait été légalement gagnée, soigneusement transportée et correctement cachée par quelqu'un qui avait l'intention de revenir la chercher. Les autorités préfectorales qui attendaient pour intercepter la cargaison avaient été déjouées par la prudence de JD. Mais elle l'avait aussi empêché de terminer sa mission. La richesse était orpheline, ni volée ni abandonnée, mais simplement perdue à cause de circonstances qui ne s'appliquaient plus. Vous faites des recherches généalogiques ? La voix appartenait à Madame Simone Rousseau, la bibliothécaire, une femme septuagénaire dont la famille vivait autour du lac des Combrailles depuis avant la constitution de la commune. De l'histoire locale, répondit Monique en fermant soigneusement le volume du journal. Je suis curieuse au sujet des anciennes exploitations minières dans les hauts plateaux. Oh, il y en avait des dizaines à l'époque, dit Madame Rousseau, s'installant sur la chaise en face de Monique avec l'air de quelqu'un qui aimait partager les connaissances locales. La plupart se sont épuisés vers 1900. Mais il y a encore de vieilles bornes de concessions éparpillées dans toutes les montagnes. Mon grand-père racontait des histoires de mineurs qui travaillaient une concession pendant des mois, puis disparaissaient avec leur or plutôt que de payer les taxes préfectorales dessus. Qu'est-il advenu de toute cette richesse ? Madame Rousseau haussa les épaules. Probablement dépensée à Lyon ou à Marseille, où que les mineurs allaient quand ils quittaient la région. Bien qu'il y ait toujours eu des rumeurs de trésors cachés quelque part autour du lac. Les anciens du village disaient que tout l'or n'avait pas quitté les montagnes.
Monique garda une expression neutre, mais son pouce accéléra. Des rumeurs? Le genre d'histoire qui se transmettent dans les familles, vous savez. Des contes sur des lumières mystérieuses sur le lac la nuit, sur des bateaux qui arrivaient et partaient sans s'arrêter au village. Ma grand-mère prétendait voir des signaux provenant du vieux bateau à vapeur, des éclats de lanterne à des heures précises de la nuit. Le vieux bateau à vapeur? Elle n'a jamais enquêté. Grand Dieu, non. C'était encore une région rude à l'époque. Les gens s'occupaient de leurs affaires et ne posaient pas trop de questions sur celles de leurs voisins. Mais les histoires ont persisté pendant des décennies. De temps en temps, quelqu'un prétendait avoir trouvé des preuves de trésors cachés, bien que rien n'en soit jamais sorti. Monique remercia Madame Rousseau et quitta la bibliothèque avec beaucoup plus de connaissances qu'à son arrivée, mais aussi avec la réalisation troublante qu'elle n'était pas la première personne à s'interroger sur un trésor caché autour du lac des Combrailles. La différence était qu'elle l'avait réellement trouvé. Le chemin du retour vers l'embarcadère la fit passer devant le bistrot de Marie, où plusieurs hommes du coin étaient réunis autour du comptoir pour leur café de l'après-midi. Leur conversation cessa quand elle passa devant la fenêtre, et elle sentit leurs yeux suivre sa progression vers le quai. C'est la femme qui a pris le vieux bateau à vapeur, entendit-elle l'un d'eux dire alors qu'elle était hors de portée de voix. Paul était en train de travailler sur un moteur hors-bord quand elle atteignit l'embarcadère. Mais il leva les yeux alors qu'elle approchait du bateau. « Comment avance la restauration » demanda-t-il, son ton désinvolte, mais ses yeux alertes. « Lentement, répondit-elle. Beaucoup de dégâts d'eau à réparer. Trouvez quelque chose d'intéressant dans tout ce vieux bric-à-brac ? La question était posée nonchalamment, mais quelque chose dans la manière de Paul suggérait plus qu'une simple curiosité. Juste l'accumulation habituelle des années, dit-elle. L'ancien propriétaire semble avoir été un accumulateur. Paul hocha la tête, mais son attention s'attarda sur elle plus longtemps que ce qui semblait confortable. Eh bien, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour vous débarrasser de quelque chose. Certaines de ces vieilles choses pourraient avoir de la valeur pour les collectionneurs. En montant à bord du bateau, Monique se demanda combien de personnes au lac des Combrailles avaient entendu les vieilles histoires de trésors et de bateaux mystérieux, et si l'un d'entre eux prêtait plus d'attention à son travail de sauvetage qu'elle ne l'avait réalisé. Le journal relié en cuir était niché dans le coin le plus profond du troisième compartiment caché, enveloppé dans de la toile huilée et scellé avec de la cire qui l'avait protégé de l'humidité pendant plus d'un siècle. Monique le trouva en fouillant systématiquement le côté tribord du bateau, où la structure offrait des espaces supplémentaires pouvant dissimuler des rangements. Ce compartiment était le plus grand jusqu'à présent, s'étendant sous le coin salon de la cabine principale dans un espace qui aurait été invisible à une inspection décontractée. Le journal reposait sous deux autres tonneaux d'argent et une collection d'objets soigneusement emballés qu'elle n'avait pas encore entièrement examinés. Mais c'est le récit écrit qui a immédiatement capté son attention. Le nom complet de J.D. était Jean Dubois, et son journal révélait un homme d'une éducation considérable, opérant dans un monde qui exigeait à la fois ruse et courage. Les entrées commençaient en 1895, lorsqu'il avait établi son entreprise de coordination de fret, et elle documentait 3 années d'opérations réussies avant le désastre final qui avait bloqué sa fortune à bord du bateau. Mais ce sont les registres financiers qui ont fait trembler les mains de Monique alors qu'elle lisait à la lueur de la lampe. Jean Dubois n'avait pas exagéré en décrivant le convoi disparu comme sa plus grosse cargaison. La richesse accumulée de 12 exploitations minières, combinée à ses propres bénéfices tirés d'années de services de transport réussis, s'élevait à plus de 300 000 francs de 1898. Elle avait trouvé un trésor de 5 millions d'euros. Les dernières entrées du journal révélaient l'ampleur de l'opération de Dubois et la planification minutieuse qui avait été mise en place pour protéger la richesse de ses clients. Il avait tenu des registres détaillés de chaque transaction, de chaque itinéraire utilisé, de chaque contact dans le réseau de mineurs, de marchands et de transporteurs qui faisaient fonctionner le système. Le bateau avait été équipé de multiples compartiments cachés spécifiquement pour répartir les risques. Si une cache était découverte, les autres pourraient rester en sécurité. Mais les dernières entrées, datées d'octobre 1898, racontaient une histoire de danger croissant et de trahison ultime. Dubois avait appris que quelqu'un au sein de son réseau fournissait des informations aux autorités préfectorales, leur donnant des détails sur les horaires et les itinéraires des expéditions. Le convoi disparu n'avait pas été une cible aléatoire. Il avait été délibérément intercepté par des inspecteurs qui savaient exactement quand et où attendre. La réponse de Dubois avait été de passer complètement à la clandestinité. Il avait déplacé toute la richesse accumulée sur le bateau,
renvoyé son réseau de contacts et s'était préparé à disparaître jusqu'à ce que l'attention officielle se déplace ailleurs. Mais il n'avait jamais eu la chance d'exécuter sa stratégie de sortie. La dernière entrée du journal était datée du 23 octobre 1898, l'inspecteur de la gendarmerie est arrivé au lac ce matin. Quelqu'un lui a fourni des informations détaillées sur les modifications du bateau et les méthodes de stockage. Impossible de rester ou de revenir en toute sécurité. La cache restera scellée jusqu'à ce que les circonstances permettent la récupération. Si Dieu le veut, ce registre fournira les informations nécessaires pour une éventuelle récupération. Monique ferma le journal et s'adossa, essayant de comprendre ce qu'elle avait appris. Jean Dubois avait été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui connaissait intimement ses opérations. Il avait été contraint d'abandonner tout ce pour quoi il avait travaillé, laissant derrière lui une richesse qui représentait non seulement son propre succès, mais aussi les gains accumulés de dizaines de mineurs honnêtes qui lui faisaient confiance pour transporter leur or et leur argent en toute sécurité vers le marché. Les implications morales étaient stupéfiantes. Ce n'était pas de l'argent volé ou des gains mal acquis. C'étaient les revenus légitimes d'hommes de labeur qui s'étaient vus refuser l'accès aux services bancaires appropriés par un gouvernement préfectoral arbitraire et souvent corrompu. Dubois avait fourni un service nécessaire, aidant des gens honnêtes à protéger les fruits de leur travail contre des fonctionnaires qui voyaient chaque opération indépendante réussie comme une menace à leur autorité. Mais avec la prise de conscience de la véritable ampleur du trésor venait une conscience tout aussi puissante du danger que sa découverte représentait. Si la cache valait 5 millions d'euros, il y aurait des gens prêts à tuer pour cela. Et si les familles locales transmettaient des histoires de trésors cachés autour du lac des Combrailles depuis plus d'un siècle, sa prise de possession du bateau avait peut-être attiré plus d'attention qu'elle ne l'avait réalisé. Le lendemain matin apporta la première preuve directe que sa situation s'était compliquée. Le maire Lambert arriva à l'embarcadère alors qu'elle prenait son café sur le petit pont du bateau, et sa manière était considérablement plus formelle que lors de leurs précédentes interactions. « Bonjour, Monique, dit-il, debout sur le quai, les mains jointes derrière le dos d'une manière qui suggérait une affaire officielle. « Puis-je monter à bord ? Il y a des choses dont nous devons discuter au sujet de votre projet de restauration. » Elle l'invita sur le bateau, mais maintint la conversation sur le pont plutôt que de le laisser entrer dans la cabine où il pourrait remarquer des détails sur son travail sur la structure intérieure du bateau. « J'ai entendu des inquiétudes de la part de certains membres du conseil municipal, dit Lambert, acceptant son offre de café mais sans s'asseoir. Il y a des questions sur la signification historique de ce que vous pourriez être en train de faire ici. La signification historique ? Ce bateau fait partie du paysage du lac des Combrailles depuis des décennies. Il y a des gens qui pensent que toute modification majeure devrait être examinée par les autorités compétentes avant de procéder. Monique garda une expression neutre, mais son esprit s'emballait. Quel genre d'autorité ? La direction régionale des affaires culturelles, pour commencer. Il pourrait aussi y avoir des considérations nationales si le bateau était impliqué dans des activités de transport de l'époque préfectorale. La phrase était trop spécifique pour être une coïncidence. Quelqu'un avait fait des recherches, probablement incité par des questions sur ce qu'elle pourrait trouver lors de sa restauration. « Je ne fais que le rendre habitable, répondit-elle. Je colmate les fuites, je remplace les planches pourries, de l'entretien de base. » Lambert hocha la tête, mais ses yeux parcouraient la structure du bateau avec l'attention de quelqu'un cherchant des détails spécifiques. « Bien sûr, bien sûr. Mais si vous découvrez quoi que ce soit d'intérêt historique pendant votre travail ou des documents, des artefacts, des objets qui pourraient avoir une signification au-delà de leur utilité immédiate, la commune apprécierait d'en être informée. » La demande était formulée poliment, mais le message sous-jacent était clair. Quelqu'un soupçonnait qu'elle pourrait trouver des objets de valeur à bord du bateau, et il voulait s'assurer que toute découverte serait partagée avec la communauté plutôt que gardée privée. « Je m'en souviendrai, dit-elle. » Après le départ de Lambert, Monique passa l'après-midi à considérer ses options. La visite du maire avait clairement montré que ses activités étaient surveillées, et qu'il y avait des gens au village qui s'attendaient à ce que le bateau livre des trésors valant la peine d'être réclamés. La question était de savoir s'ils agissaient sur la base d'un soupçon général ou d'une connaissance spécifique. La réponse vint ce soir-là lorsque Paul Lefebvre frappa à la porte de sa cabine. « J'espère que je ne dérange pas votre dîner, dit-il, mais il monta à bord sans attendre d'invitation. « Je voulais vous parler des frais de quai. » Ils avaient déjà discuté de la location de quai lors de sa première semaine, et les arrangements avaient été clairs et raisonnables. Il s'agissait de quelque chose d'autre. « Le truc, c'est que, continua Paul, s'installant sur la banquette de la cuisine comme s'il était chez lui,
j'ai pensé aux questions de responsabilité liées au fait que quelqu'un vive à bord d'un bateau qui pourrait ne pas être structurellement sain. Les considérations d'assurance, vous savez. Le bateau est assez solide pour mes besoins. C'est ce que vous pensez maintenant, dit Paul, son ton devenant plus sérieux. Mais que se passe-t-il si vous trouvez des dommages structurels qui rendent le tout dangereux? Et si vous découvrez des problèmes qui nécessitent une expertise professionnelle? Il la sondait, essayant d'établir des motifs pour la forcer à autoriser une inspection extérieure du bateau. La conversation semblait répétée, comme s'il avait été coaché sur les questions à poser. J'ai de l'expérience en évaluation structurelle, répondit-elle. Si je trouve des problèmes qui dépassent mes capacités, je chercherai l'aide appropriée. Paul se pencha en avant, baissant la voix sur un ton confidentiel. Écoutez, Monique, je vous apprécie. Vous travaillez dur, vous vous occupez de vos affaires, vous essayez de faire quelque chose de cette vieille épave. Mais il y a des gens dans ce village qui ont la mémoire longue à propos de ce bateau et de ce qu'il pourrait contenir. Que voulez-vous dire? Les histoires se transmettent dans les familles, dit Paul. Des histoires sur des bateaux qui transportaient des choses à travers ces montagnes qui n'étaient pas censées être transportées, sur des richesses qui ont disparu et qui pourraient encore être cachées quelque part autour du lac. Il était direct maintenant, abandonnant le prétexte d'une conversation décontractée. C'était un avertissement, ou peut-être une menace. Je ne sais rien des vieilles histoires, dit Monique. Peut-être pas encore, répondit Paul. Mais si jamais vous trouviez quelque chose d'inhabituel pendant votre restauration, quelque chose qui pourrait être lié à ces vieilles histoires, vous seriez bien avisé de vous rappeler que c'est un petit village où les gens veillent les uns sur les autres. Une richesse qui appartient à la communauté ne devrait pas être cachée par des étrangers. Le message était sans équivoque. Si elle avait trouvé un trésor, le village s'attendait à en avoir sa part. Et si elle choisissait de ne pas partager, il pourrait y avoir des conséquences. Après le départ de Paul, Monique resta assise dans l'obscurité grandissante de sa cabine, écoutant les sons du soir du lac et essayant de décider quoi faire. Le choix intelligent serait de faire ses quelques affaires et de quitter le lac des Combrailles avant que la situation ne devienne plus dangereuse. Elle pourrait disparaître à nouveau dans les montagnes, trouver un autre endroit où vivre, et laisser le trésor de Jean Dubois à quelqu'un d'autre à découvrir et à réclamer. Mais quelque chose dans le journal de Dubois, sa documentation minutieuse de gens honnêtes trompés par des fonctionnaires corrompus, la rendait réticente à simplement abandonner ce qu'il avait travaillé si dur à préserver. Les mineurs qui lui avaient confié leur or et leur argent n'avaient jamais bénéficié du fruit de leur travail. Leur richesse était restée cachée pendant plus d'un siècle, attendant quelqu'un avec le courage de s'assurer qu'elle serve son but prévu. Elle était cette personne maintenant, qu'elle ait voulu cette responsabilité ou non. Et demain, elle devrait décider si elle était assez forte pour la conserver. La lettre tachée de sang avait été scellée à l'intérieur de la couverture arrière du journal, collée à la reliure en cuir avec un tel soin que Monique faillit la manquer. Elle ne la découvrit qu'en examinant le journal à la recherche de compartiments cachés, passant ses doigts le long des bords où différents matériaux se rejoignaient. Le papier crépita alors qu'elle le dégageait, fragile avec l'âge, mais toujours lisible à la lumière du matin. L'écriture était celle de Jean Dubois, mais plus tremblante que ses entrées précédentes, comme si elle avait été écrite sous le stress ou la blessure. La date était le 15 novembre 1898, 3 semaines après sa dernière entrée de journal sur l'arrivée de l'inspecteur de la gendarmerie au lac. Si cette lettre est trouvée, cela signifie que je n'ai pas survécu pour dire la vérité sur ce qui s'est passé au lac des Combrailles et dans les montagnes au-delà, commençait la lettre. La richesse cachée à bord de ce bateau n'est pas une marchandise volée comme le prétendent les autorités préfectorales, mais le paiement d'opérations minières légitimes qui étaient systématiquement pillées par des fonctionnaires corrompus. Les mains de Monique tremblaient en lisant l'explication minutieuse qui suivait. Jean Dubois n'avait pas été un contrebandier au sens criminel du terme. Il avait géré un système bancaire non officiel pour les mineurs qui ne pouvaient pas faire confiance aux banques préfectorales avec leur or et leur argent. La contrebande avait été une tentative de transporter une richesse légitimement gagnée au-delà de fonctionnaires qui exigeaient des pots de vin et des taxes illégales de quiconque réussissait dans les concessions minières. Le convoi qui a disparu en septembre transportait l'or et l'argent appartenant à 12 exploitations minières différentes, continuait la lettre de Dubois. Chaque once a été gagnée par un travail honnête, correctement documenté et légitimement possédé par les hommes qui l'ont extraite de concessions qu'ils avaient déposées et exploitées conformément à la loi préfectorale. Mais la révélation la plus choquante se trouvait dans la partie centrale de la lettre, où Dubois décrivait les événements qui avaient conduit à sa mort.
L'inspecteur de la gendarmerie Guillaume Lambert est arrivé au lac avec des informations qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant une connaissance intime de nos opérations. Mais Lambert n'était pas intéressé par la confiscation de contrebande ou l'application de la loi préfectorale. Il a exigé l'emplacement de toute la richesse cachée en échange de me laisser quitter le territoire vivant. Dubois avait refusé de coopérer, ce qui avait conduit à une confrontation qui s'était terminée par l'inspecteur lui tirant dessus et le laissant pour mort à bord du bateau. Mais Dubois avait survécu assez longtemps pour cacher la lettre de confession et documenter la vérité sur la corruption de Lambert. L'inspecteur Lambert m'a assassiné pour avoir refusé de révéler l'emplacement de la richesse appartenant à d'honnêtes mineurs, concluait la lettre. L'or et l'argent cachés à bord de ce bateau représentent les économies de toute une vie d'hommes de labeur qui m'ont fait confiance pour protéger leurs gains contre des fonctionnaires corrompus. Ce n'est pas un trésor volé, mais une justice volée, prise par des hommes qui ont utilisé leur autorité pour voler plutôt que pour protéger les gens qu'ils étaient censés servir. La lettre était signée du nom de Dubois, mais sous la signature se trouvait une tache brun foncé que Monique réalisa être du sang séché. Le témoignage final de Dubois, scellé de sa vie. Mais la lettre contenait une information de plus qui changeait tout ce qu'elle pensait savoir sur sa situation. L'inspecteur a utilisé le pseudonyme de Bernard pour cacher ses activités criminelles aux autorités préfectorales qui auraient pu reconnaître son vrai nom, Guillaume Lambert, avait écrit Dubois en post-scriptum. Sa famille vit autour du lac des Combrailles depuis des générations, et ils connaissent la vérité sur ce qui s'est passé ici. Lambert. Le même nom que le maire actuel. Monique resta assise sans bouger pendant plusieurs minutes, fixant la confession ensanglantée pendant que son esprit traitait ses implications. L'inspecteur de la gendarmerie qui avait assassiné Jean Dubois était un ancêtre du maire actuel, probablement son arrière-grand-père, compte tenu de l'époque. Et si la famille Lambert connaissait la vérité sur ce qui s'était passé en 1898, elle connaissait aussi l'existence de la richesse cachée à bord du bateau. La pression récente du conseil municipal, les préoccupations fabriquées de préservation historique, le faux acte de propriété contestant sa possession, tout cela avait un sens maintenant. La famille Lambert avait attendu plus d'un siècle que quelqu'un réclame le bateau et découvre ses secrets. Quand Monique en avait pris possession et commencé les travaux de restauration, ils s'étaient mobilisés immédiatement pour s'assurer que le trésor de Dubois finirait entre leurs mains plutôt que les siennes. Mais la lettre de confession de Dubois changeait entièrement le paysage légal et moral. La richesse n'était pas un trésor appartenant à celui qui le trouvait. C'était une propriété volée qui appartenait aux descendants des mineurs qui l'avaient gagnée. Dubois avait été assassiné pour avoir refusé de révéler son emplacement, faisant de sa mort un homicide plutôt qu'une disparition. Plus important encore, la lettre fournissait la preuve que l'inspecteur Lambert avait été un fonctionnaire corrompu qui avait utilisé son autorité pour voler et assassiner des innocents. Si la famille Lambert actuelle connaissait cette vérité et avait activement travaillé pour réclamer le trésor de Dubois, ils étaient complices de crimes qui n'avaient pas de prescription. Monique passa le reste de la matinée à relire la confession de Dubois et à étudier les autres documents qu'elle avait trouvés, cherchant des preuves supplémentaires qui pourraient soutenir ses affirmations. Ce qu'elle découvrit était un schéma de documentation minutieuse qui brossait un tableau de corruption systématique parmi les fonctionnaires préfectoraux. Dubois avait conservé des registres des pots de vin exigés par divers inspecteurs et percepteurs, de la documentation sur les concessions minières qui avaient été illégalement saisies par des fonctionnaires qui prétendaient que les opérateurs violaient la loi, et de la correspondance avec d'autres transporteurs qui avaient subi des pressions similaires de la part d'autorités corrompues. Le gouvernement préfectoral ne protégeait pas les colons de l'activité criminelle. Il était la source d'une grande partie de cette activité criminelle, utilisant l'autorité officielle pour dépouiller les mineurs et les colons prospères de leurs richesses accumulées. Le réseau de Dubois ne faisait pas de contrebande de biens volés. Il protégeait les gains de personnes honnêtes contre le vol par des fonctionnaires corrompus. Les implications étaient stupéfiantes. Si les registres de Dubois étaient exacts, des dizaines de familles autour du lac des Combrailles avaient été volées par des inspecteurs préfectoraux sur une période de plusieurs années. La richesse cachée à bord du bateau représentait non seulement les gains propres de Dubois, mais aussi les économies de toute une vie de gens honnêtes qui avaient été systématiquement trompés par leur propre gouvernement. Cet après-midi-là, Monique prit une décision qui aurait semblé impossible quelques heures plus tôt. Au lieu de continuer à cacher ses découvertes ou de négocier avec la famille Lambert pour une part du trésor, elle allait exposer la vérité sur ce qui s'était passé en 1898 et s'assurer que la richesse de Dubois soit distribuée à ses propriétaires légitimes. Mais d'abord, elle devait tout documenter soigneusement et sécuriser les preuves là où elles ne pourraient pas être détruites ou supprimées par des gens qui avaient à la fois l'autorité et une forte motivation pour garder la vérité enfouie.
Le dernier compartiment caché du bateau livra la preuve dont elle avait besoin pour étayer les affirmations de Dubois. Nichés sous les lingots d'argent et les pièces d'or se trouvait une collection de documents officiels, formulaires préfectoraux, registres fiscaux et correspondances entre divers inspecteurs qui révélaient l'ampleur de la corruption que Dubois combattait. Parmi les papiers se trouvait la véritable identification de Guillaume Lambert, des documents prouvant qu'il avait bien été un inspecteur de la gendarmerie avec un passé de violence et de saisie illégale de biens privés. Dubois n'avait pas été tué par un homme de loi appliquant la justice. Il avait été assassiné par un criminel qui avait utilisé son insigne pour voler et tuer des innocents. La vérité était restée cachée pendant plus d'un siècle. Mais maintenant, Monique avait le pouvoir de l'exposer. La question était de savoir si elle avait le courage d'affronter une famille qui avait passé des générations à couvrir les crimes de leurs ancêtres et avait démontré qu'elle était prête à utiliser des moyens légaux et illégaux pour protéger ses secrets. Mais alors qu'elle était assise dans la cabine du bateau, entourée des preuves de l'intégrité de Jean Dubois et de la documentation sur la corruption de Guillaume Lambert, Monique réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Dubois était mort en protégeant la richesse de mineurs honnêtes contre un inspecteur corrompu. Elle ne pouvait pas déshonorer son sacrifice en permettant aux descendants de cet inspecteur de profiter de ses crimes. Demain, elle commencerait le processus d'exposition de la vérité. Et elle ferait face à toutes les conséquences qui découleraient du défi lancé à des gens qui avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à mentir, à voler et peut-être à tuer pour protéger le sombre héritage de leur famille. L'insigne de la gendarmerie était presque noirci, mais l'étoile à 6 branches était encore clairement visible sous la corrosion. Monique le trouva enveloppé dans du cuir huilé au fond des effets personnels de Dubois, avec des papiers officiels qui lui coupèrent le souffle. Jean Dubois n'avait pas seulement été un coordinateur de fret ou même un contrebandier particulièrement astucieux. Il avait été un maréchal de la gendarmerie nationale travaillant sous couverture pour enquêter sur la corruption parmi les fonctionnaires préfectoraux. L'insigne portait le sceau de la gendarmerie nationale et les papiers de commission qui l'accompagnaient, signés par le ministre de l'Intérieur lui-même, autorisaient le maréchal Dubois à enquêter sur les allégations de corruption systématique et d'activités criminelles au sein des forces de l'ordre préfectoral. Le gouvernement central était au courant de la corruption. Dubois n'opérait pas en dehors de la loi. Il opérait sous l'autorité directe de Paris pour recueillir des preuves contre des fonctionnaires préfectoraux corrompus comme Guillaume Lambert. Monique étala la documentation complète de Dubois sur la table de la cuisine, comprenant enfin toute la portée de ce qu'il avait tenté d'accomplir. L'opération de contrebande était une enquête d'infiltration conçue pour documenter comment les inspecteurs préfectoraux volaient les mineurs et les colons sous le couvert de la loi. Les registres minutieux des pots de vin, des saisies illégales et des vols systématiques n'étaient pas des preuves d'activité criminelle. C'étaient les dossiers d'un maréchal fédéral documentant des crimes qu'il était autorisé à enquêter. La richesse cachée à bord du bateau n'était pas seulement les gains de mineurs honnêtes. C'était une preuve dans une enquête fédérale qui avait été interrompue lorsque Dubois avait été assassiné par le fonctionnaire même qui l'enquêtait. Mais les papiers de commission de Dubois contenaient une autre information cruciale. L'enquête n'était pas morte avec lui. Les autorités de Paris attendaient des rapports réguliers du maréchal Dubois. Et lorsque ces rapports cessèrent d'arriver, elles avaient lancé des procédures pour déterminer ce qui était arrivé à leur agent infiltré. Selon un document daté de décembre 1898, des gendarmes étaient arrivés au lac des Combrailles pour enquêter sur la disparition de Dubois, mais ils n'avaient trouvé aucune trace de lui ni de preuve de ce qui s'était passé. L'inspecteur préfectoral local, Guillaume Lambert, avait rapporté que Dubois n'était jamais arrivé dans la région et qu'il n'y avait aucune trace de sa présence au lac. Lambert avait réussi à dissimuler le meurtre de Dubois et à convaincre les enquêteurs de Paris que leur agent infiltré avait disparu complètement ailleurs. La dissimulation avait fonctionné pendant plus d'un siècle. Mais maintenant, Monique avait les preuves pour l'exposer. La commission de Dubois prouvait qu'il opérait sous une autorité légitime. Sa confession ensanglantée identifiait son meurtrier, et ses dossiers soigneusement documentés fournissaient des preuves de corruption systématique que les autorités de Paris n'avaient jamais pu poursuivre parce que leur enquêteur avait été tué avant de terminer sa mission. Elle passa l'après-midi à photographier chaque document, créant des copies numériques qu'elle stocka sur un appareil sécurisé auquel Paul ne pourrait pas accéder, même s'il fouillait à nouveau le bateau. Mais les photographies ne suffiraient pas à la protéger si la famille Lambert décidait qu'elle représentait une trop grande menace pour leur secret. Elle avait besoin d'alliés, de personnes d'autorité qui pourraient s'assurer que la vérité éclate, même s'il lui arrivait quelque chose. La gendarmerie départementale était située à 50 km du lac des Combrailles, assez loin de la politique locale pour offrir une certaine indépendance par rapport aux influences qui contrôlaient le gouvernement du village.
Le capitaine Sandrine Dupuis avait une réputation de compétence et d'intégrité qui s'étendait bien au-delà de sa juridiction. Et plus important encore, elle avait l'autorité pour enquêter sur des crimes qui traversaient les frontières municipales. L'appel téléphonique de Monique ce soir-là fut bref mais précis. « Je dois signaler un meurtre qui a eu lieu en 1898, dit-elle au capitaine Dupuis. J'ai des preuves matérielles, y compris la confession du mourant et des lettres de créance de la gendarmerie nationale prouvant que la victime était un maréchal de la gendarmerie tué alors qu'il menait une enquête d'infiltration. » Le silence qui suivit suggéra que le capitaine Dupuis essayait de comprendre les implications de ce qu'elle venait d'entendre. « Madame, je vais avoir besoin que vous répétiez cela. » Monique expliqua la situation avec soin, décrivant la commission de Dubois, son enquête d'infiltration et les preuves qui prouvaient qu'il avait été assassiné par un inspecteur préfectoral corrompu. Elle décrivit également la pression récente des responsables du lac des Combrailles, qui semblaient essayer de réclamer les preuves de Dubois pour eux-mêmes. « Pouvez-vous apporter ces preuves à mon bureau ?» demanda le capitaine Dupuis. « Je ne pense pas que ce serait sûr, » répondit Monique. « Les responsables locaux prennent déjà des mesures pour affirmer leur contrôle sur ma propriété. Si je quitte la région, ils pourraient tout saisir pendant mon absence. » Elle convinrent que le capitaine Dupuis viendrait au lac des Combrailles le lendemain matin, accompagné d'un adjudant et d'un représentant de la gendarmerie nationale de Paris, qui pourrait vérifier les lettres de créance de Dubois et prendre possession de ces preuves. Mais l'appel téléphonique de Monique eut des conséquences qu'elle n'avait pas prévues. Moins de 2 heures après avoir terminé sa conversation avec le capitaine Dupuis, le maire Lambert arriva à l'embarcadère avec 3 autres hommes qu'elle ne reconnut pas. Leur manière était considérablement plus agressive que tout ce qu'elle avait connu lors de rencontres précédentes. « Nous devons parler », annonça Lambert, montant à bord du bateau sans y être invité. « Il semble y avoir de graves malentendus sur la nature de votre projet de restauration ici. » Les autres hommes le suivirent à bord, se positionnant de manière à bloquer l'accès de Monique aux sorties du bateau. Elle reconnut la tactique. Ils voulaient s'assurer qu'elle ne pourrait pas partir pendant qu'ils menaient leurs affaires. « Je comprends que vous avez passé des appels téléphoniques à des services de police en dehors de notre juridiction, » continua Lambert, racontant des histoires sur des événements historiques que vous ne comprenez pas entièrement. « Je les comprends assez bien, » répondit Monique, gardant sa voix stable malgré la peur qui montait en elle. « Vraiment ? Parce que l'histoire que vous racontez pourrait causer un préjudice considérable à des personnes innocentes, sur la base de documents qui pourraient ne pas être aussi authentiques que vous le croyez. » L'un des autres hommes s'avança, une version plus jeune de Lambert, qui partageait suffisamment de traits de visage pour être son fils ou son neveu, Lucas Lambert. Parfois, les gens sont tellement excités de trouver de vieux papiers qu'ils ne s'arrêtent pas pour se demander si ces papiers n'ont pas été placés là par quelqu'un avec des arrière-pensées. La menace était implicite mais claire. Ils étaient prêts à prétendre que les preuves de Dubois avaient été falsifiées. Que Monique avait fabriqué la documentation pour soutenir de fausses accusations contre une famille locale respectée. Les autorités de Paris pourront vérifier l'authenticité des documents, dit-elle. Vraiment ? Demanda Lambert. Parce que les autorités de Paris vont découvrir que le bateau sur lequel vous vivez vous a été illégalement transféré par un conseil municipal qui n'avait pas l'autorité nécessaire pour effectuer un tel transfert. Elles vont découvrir que vous avez mené des travaux archéologiques non autorisés sur un site d'importance historique. Et elles vont apprendre que vous avez porté de fausses accusations contre une famille qui a servi cette communauté avec distinction pendant 4 générations. Le scénario était soigneusement construit pour détruire à la fois sa crédibilité et sa position juridique. Même si les documents de Dubois étaient finalement vérifiés comme authentiques, le processus prendrait des mois, pendant lesquels elle ferait face à des accusations criminelles pour fouilles illégales de sites historiques et fausses déclarations aux forces de l'ordre. La chose intelligente à faire, continua Lambert, serait de reconnaître que vous vous êtes laissé dépasser par des affaires qui vous échappent. Faites vos bagages, acceptez une compensation raisonnable pour tout inconvénient que vous avez subi, et trouvez un autre endroit où vivre. Et si je ne le fais pas ? Alors vous découvrirez que la vie peut devenir très difficile pour les gens qui se font des ennemis dans les petits villages, dit le jeune Lucas Lambert. Surtout les gens qui n'ont ni famille ni relation pour les protéger quand les choses se compliquent. Après le départ des hommes, Monique resta assise dans sa cabine, essayant de décider quoi faire. Elle pouvait accepter leur offre et disparaître, laissant la vérité de Dubois enterrée pour un autre siècle. Ou elle pouvait rester et se battre, sachant qu'elle faisait face à des adversaires qui avaient à la fois les ressources et les relations politiques qui s'étendaient bien au-delà du lac des Combrailles. Mais alors qu'elle tenait la confession ensanglantée de Dubois dans ses mains,
lisant une fois de plus son récit de sa mort pour le principe que les gens honnêtes méritaient d'être protégés contre les fonctionnaires corrompus, elle réalisa qu'elle avait déjà pris sa décision. Dubois était mort plutôt que de trahir les mineurs qui lui avaient confié leurs richesses. Elle ne pouvait pas trahir sa mémoire en abandonnant le combat qu'il avait commencé. Demain matin, le capitaine Dupuis arriverait avec des responsables de Paris qui pourraient vérifier les lettres de créance de Dubois et prendre possession de ses preuves. Tout ce que Monique avait à faire était de survivre à la nuit et de s'assurer que les preuves restaient intactes jusqu'à ce que les autorités compétentes puissent les sécuriser. Mais alors que l'obscurité tombait sur le lac des Combrailles, et qu'elle écoutait les bruits de bateaux se déplaçant sur l'eau à l'extérieur de sa cabine, elle comprit que la famille Lambert n'avait aucune intention de laisser les autorités de Paris examiner la documentation de Dubois. Ils avaient attendu plus d'un siècle pour réclamer son trésor, et ils n'allaient pas laisser une femme têtue détruire l'héritage de leur famille. Le vrai combat était sur le point de commencer. La charte municipale était accrochée dans un cadre derrière le bureau du maire Lambert, mais Monique ne s'attendait pas à en avoir besoin comme preuve lorsque le capitaine Dupuis arriva avec le commissaire de police de Paris à 9 h ce matin-là. La charte datait de 1902, et son langage avait été soigneusement rédigé pour protéger les droits de propriété individuelle contre les abus municipaux. Ironique, étant donné la façon dont Lambert essayait maintenant d'utiliser l'autorité municipale pour saisir une propriété qui n'appartenait pas au village. La réunion eut lieu au bistrot de Marie, qui avait été fermé aux clients réguliers pour l'occasion. Le capitaine Dupuis avait amené l'adjudant Léo Moreau et le commissaire Chloé Dubois, dont les lettres de créance et l'autorité primaient sur tout ce que les responsables locaux pouvaient prétendre. Mais Lambert avait amené ses propres renforts, un avocat de la préfecture et 2 hommes qu'il avait présentés uniquement comme des représentants de la famille. Commençons par les bases, dit le commissaire Dubois, étalant les documents de Dubois sur une table qui avait été dégagée à cet effet. Celle-ci semble être d'authentiques lettres de créance de la gendarmerie nationale de 1897, ainsi que ce qui ressemble à une commission officielle du ministère de l'Intérieur. Elle examina les papiers avec une efficacité professionnelle, comparant les détails avec des documents de référence qu'elle avait apportés. La gendarmerie nationale conservait des archives historiques étendues, et Dubois put vérifier que Jean Dubois avait bien été un maréchal de la gendarmerie commissionné, chargé d'enquêter sur la corruption préfectorale. La commission est authentique, annonça Dubois. Le maréchal Dubois opérait sous l'autorité directe de Paris lorsqu'il est venu dans cette région. Le maire Lambert se pencha sur sa chaise, son avocat lui chuchotant quelque chose à l'oreille avant qu'il ne parle. C'est peut-être vrai, mais cela ne change rien au fait que le bateau en question a été illégalement transféré à Madame Fournier sans un examen historique approprié. En fait, si, répondit le capitaine Dupuis, consultant la copie de la charte municipale qu'elle avait demandée ce matin-là. Selon votre propre charte municipale, le conseil municipal a pleine autorité pour disposer des biens abandonnés comme il l'entend, à condition qu'un avis approprié soit donné aux demandeurs potentiels. Le bateau a été abandonné pendant 20 ans, un avis approprié a été affiché, et aucun demandeur ne s'est manifesté. Mais nous avons récemment découvert qu'il y avait des demandeurs familiaux potentiels qui n'ont pas été correctement informés, intervint l'avocat de Lambert. Qui ? Demanda le commissaire Dubois. L'avocat hésita, consultant ses notes avant de répondre. La famille Lambert a maintenu des traditions orales suggérant un lien familial avec l'ancien propriétaire du bateau. Des traditions orales. Le ton de Dubois suggérait ce qu'elle pensait de telles preuves. Avez-vous une preuve documentaire de ce lien familial ? Les histoires familiales transmises de génération en génération ne constituent pas une preuve légale de propriété, interrompit le capitaine Dupuis, surtout lorsque ces histoires contredisent des transferts de propriété documentés qui ont été correctement exécutés conformément à la loi municipale. Monique regarda l'échange avec une confiance croissante. Les fonctionnaires que Lambert s'attendait à intimider étaient en train de démanteler systématiquement ses tentatives de revendiquer une autorité légale sur les preuves de Dubois. Mais les représentants de la famille de Lambert devenaient de plus en plus agités à mesure que leur position juridique s'effondrait. Il s'agit de plus que de la propriété, dit le jeune Lucas Lambert, sa voix tendue par la colère. Cette femme porte des accusations graves contre des membres respectés de notre communauté sur la base de documents qui auraient pu être facilement falsifiés. Les documents ont été vérifiés comme authentiques, répondit le commissaire Dubois. Les lettres de créance de cette période comprenaient des caractéristiques de sécurité spécifiques qui seraient difficiles à falsifier même avec la technologie moderne. Mais les accusations qu'ils contiennent sont des allégations faites par un officier de la gendarmerie nationale qui enquêtait sur la corruption parmi les fonctionnaires préfectoraux.
Ce sont des accusations criminelles graves qui relèvent de la juridiction nationale, peu importe le temps qui s'est écoulé. Lambert se leva brusquement, sa chaise raclant le sol du restaurant. C'est ridicule. Vous parlez d'événements qui se seraient produits il y a plus d'un siècle sur la base de la parole d'un homme qui a disparu sans laisser de traces. Il n'a pas disparu, dit Monique doucement. Il a été assassiné. Et je peux le prouver. Elle sortit la confession ensanglantée de Dubois, qu'elle avait gardée séparée des autres documents jusqu'à ce moment. Le contenu de la lettre fit taire la pièce alors que le commissaire Dubois lisait le récit de Dubois sur sa confrontation avec l'inspecteur préfectoral corrompu. C'est une déclaration de mourant, dit Dubois, sa voix grave. En termes juridiques, c'est l'une des formes de témoignage les plus fiables, car les personnes confrontées à la mort n'ont aucune motivation à mentir sur les événements. Le visage de Lambert était devenu livide à mesure que les implications de la confession de Dubois devenaient claires. La lettre n'accusait pas seulement son ancêtre de corruption. Elle fournissait des détails spécifiques sur le meurtre qui pourraient potentiellement être vérifiés par d'autres archives historiques. Vous parlez d'inculper des gens de crime sur la base de quelque chose écrit par un homme qui avait toutes les raisons de mentir sur ce qui lui était arrivé ? Dit désespérément l'avocat de Lambert. En fait, nous parlons de rouvrir une enquête de la gendarmerie nationale qui n'a jamais été correctement terminée, corrigea le commissaire Dubois. Le maréchal Dubois a été tué alors qu'il menait des activités autorisées. Cela fait de son meurtre un crime fédéral sans prescription. La pièce tomba dans le silence alors que tout le monde comprenait toutes les implications de ce qu'il venait d'entendre. La famille de Lambert n'avait pas seulement dissimulé une honte historique. Ils avaient été complices d'un crime fédéral qui pouvait encore être poursuivi en vertu de la loi actuelle. Et Monique réalisa qu'elle ne se battait plus seulement pour garder le trésor de Dubois. Elle se battait pour s'assurer que justice soit enfin rendue à un maréchal de la gendarmerie qui était mort en protégeant des gens honnêtes contre des fonctionnaires corrompus. Des fonctionnaires dont les descendants étaient maintenant assis en face d'elle, essayant désespérément de garder le contrôle sur des secrets qui avaient enfin été révélés. 3 mois plus tard, le nouvel acte de propriété arriva par coursier. Le document était considérablement plus substantiel que les faux papiers que Paul avait livrés, portant les sceaux officiels du greffe du tribunal et du tribunal qui avaient résolu toutes les contestations de la propriété de Monique sur le bateau et son contenu. Elle signa les papiers assise à la table de la cuisine où elle avait lu pour la première fois le journal de Dubois, entouré des bruits de construction qui résonnaient sur le lac depuis des semaines. Le bateau lui-même avait été transformé d'une épave flottante en quelque chose approchant de son élégance d'origine. Mais la vraie transformation se produisait sur la rive, où le nouveau musée mémorial Jean Dubois prenait forme. Les enquêteurs avaient travaillé tout l'hiver pour vérifier chaque aspect de la documentation de Dubois, utilisant des techniques médico-légales modernes pour confirmer l'authenticité de ses preuves et tracer les liens entre son enquête de l'époque et les crimes qu'il avait documentés. Les résultats avaient justifié tout ce qu'il avait affirmé sur la corruption parmi les fonctionnaires préfectoraux et fourni suffisamment de preuves pour rouvrir plusieurs affaires non résolues des années 1890. Plus important encore, l'enquête avait identifié les propriétaires légitimes de la richesse que Dubois protégeait. Les registres de recensement, les documents de concession minière et les propres notes minutieuses de Dubois avaient permis aux autorités de retrouver les descendants des 12 mineurs dont l'or et l'argent avaient été cachés à bord du bateau. La plupart de ces familles vivaient encore dans la région, leurs circonstances actuelles reflétant souvent les difficultés économiques qui avaient suivi la disparition de la richesse de leurs ancêtres. Le tribunal avait statué que le trésor appartenait à ses descendants, mais il avait également reconnu le rôle de Monique dans la découverte et la protection des preuves de Dubois. Sa part du règlement, 20% de la valeur totale, plus le titre de propriété clair du bateau, avait été suffisante pour financer à la fois sa retraite confortable et le projet de musée qui garantirait que l'histoire de Dubois ne serait plus jamais oubliée. Le maire Lambert avait démissionné en disgrâce après avoir plaidé coupable d'accusations liées à ses tentatives de dissimulation de preuves et d'intimidation de témoins. Son fils, Lucas, faisait face à des accusations supplémentaires pour production de faux documents juridiques et menaces. L'emprise séculaire de la famille Lambert sur la politique du lac des Combrailles avait pris fin avec des gendarmes servant des mandats à la même mairie où 4 générations de Lambert avaient exercé leur autorité sur leurs voisins. Mais la résolution la plus satisfaisante était venue lorsque Monique avait rencontré les descendants des mineurs de Dubois pour discuter de la manière dont leur héritage retrouvé devait être distribué. Les familles avaient décidé à l'unanimité d'utiliser une partie de leur richesse retrouvée pour créer une fondation dédiée à la lutte contre la corruption dans les forces de l'ordre, un hommage approprié au maréchal qui était mort en protégeant leurs ancêtres d'une telle corruption. Le musée occupait la structure originale du bateau,
avec des expositions qui racontaient l'histoire de la corruption de l'époque et l'enquête qui avait finalement rendu justice plus d'un siècle plus tard. Les effets personnels de Dubois, ses papiers de commission et ses preuves soigneusement documentées étaient exposés dans des vitrines climatisées qui permettaient aux visiteurs de voir la preuve physique de son courage et de son intégrité. Mais c'est la confession ensanglantée de Dubois qui attirait le plus l'attention des visiteurs. Exposée derrière une vitre par balle avec un éclairage qui rendait les taches sombres visibles sans endommager le papier fragile. Une plaque à côté de l'exposition citait les derniers mots de Dubois: « L'or et l'argent cachés à bord de ce bateau représentent les économies de toute une vie d'hommes de labeur qui m'ont fait confiance pour protéger leurs gains contre des fonctionnaires corrompus. Ce n'est pas un trésor volé, mais une justice volée. » Monique était devenue la directrice du musée, un rôle qui lui permettait de partager l'histoire de Dubois avec les milliers de visiteurs qui venaient chaque année au lac des Combrailles pour découvrir le combat d'un homme contre la corruption gouvernementale. Le bateau lui-même avait été restauré à son authenticité d'époque, avec les compartiments cachés préservés dans le cadre de l'exposition. Les visiteurs pouvaient voir exactement comment Dubois avait dissimulé les preuves qui finiraient par exposer son meurtrier, et ils pouvaient se promener dans les mêmes espaces où il avait passé ces dernières semaines à documenter les crimes dont il avait été témoin. Paul Lefebvre avait vendu l'embarcadère et quitté le lac des Combrailles peu après le début de l'enquête. Sa coopération avec les tentatives de la famille Lambert de réclamer le trésor de Dubois lui avait valu une probation et des travaux d'intérêt général, mais la honte d'avoir été exposé dans le cadre de la dissimulation l'avait chassé de la communauté qui l'avait servi pendant des décennies. Le bistrot de Marie était devenu le quartier général non officiel des touristes visitant le musée, et Marie avait élargi son menu pour y inclure des plats qu'elle prétendait être basés sur des recettes de l'époque de Dubois. Historiquement exact ou non, les plats étaient excellents, et les murs du restaurant étaient couverts de photographies et de documents de l'époque qui aidaient les visiteurs à comprendre le contexte de l'enquête de Dubois. Alors que Monique traversait le musée ce soir-là, vérifiant les expositions et se préparant à fermer pour la journée, elle réfléchit à combien sa vie avait changé depuis qu'elle avait réclamé pour la première fois un bateau abandonné comme abri. Elle n'avait pas seulement trouvé une maison, mais un but. Pas seulement un trésor, mais la justice pour des gens morts depuis plus d'un siècle. Le lac à l'extérieur de ses fenêtres était paisible dans la lumière du soir, sa surface reflétant les montagnes qui entouraient la vallée comme des murs protecteurs. Mais elle savait maintenant que la paix était construite sur la vérité plutôt que sur le silence, sur la justice plutôt que sur des secrets enfouis dans l'obscurité. L'histoire de Jean Dubois avait enfin été racontée. Ses preuves avaient enfin été entendues, et le crime de son meurtrier avait enfin été exposé. La richesse qu'il était mort en protégeant avait été rendue à ses propriétaires légitimes, et sa mémoire avait été honorée par un monument qui garantirait que les générations futures comprendraient le prix de l'intégrité. Parfois, les choses que tout le monde rejette contiennent vraiment les plus grands trésors. Mais le vrai trésor n'est pas toujours l'or et l'argent. Parfois, c'est la vérité, préservée par quelqu'un d'assez courageux pour la protéger jusqu'à ce que le monde soit prêt à l'entendre.